bienvenue tout le monde à cette initiation en constellation familiale. Donc, je vais vous présenter les constellations pendant à peu près 30 minutes, puis après ça, on va faire une constellation. Je m'appelle Jade Coury, je suis facilitateur depuis 2022. C'est quelque chose qui me rejoint beaucoup parce que c'est très proche de mes valeurs personnelles, les constellations. Donc, c'est facile pour moi de faire ça, d'en parler, d'animer, de comprendre. Ma formatrice, c'est Galina Oussarouk. La personne qui m'a initié aux constellations, c'est Nathalie Saint-Georges, à peu près une quinzaine d'années. J'étais là juste en tant que représentant, j'ai fait ma constellation. Puis plus récemment, après la pandémie, vers les années 2022, j'ai commencé ma formation que j'ai finie en 2023. Puis ce soir, je vais vous parler un peu des constellations. Il y a des gens qui connaissent déjà, il y a des gens qui ne connaissent pas. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais je vous me posez la question puis je réponds directement, juste rappelez-moi de la répéter pour que l'enregistrement puisse avoir la question aussi. Sinon, je parle de quelque chose alors qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, les constellations, ça a été inventé par un homme allemand qui s'appelait Bert Hellinger. Cet homme-là a étudié en philosophie, en théologie, en pédagogie. Après ça, il est parti faire une mission humanitaire en Afrique pendant 16 ans, puis a côtoyé une tribu de personnes qui s'appelaient les Zoulous. Ces gens-là avaient des rituels très respectueux et très importants par rapport à leurs ancêtres, les gens qui étaient décédés. Ça l'a vraiment beaucoup touché. Et il a appris de ça. Après ça, il est retourné en Allemagne, puis il s'est formé en psychanalyse. Il a fait des travaux, la Gestalt, il a fait des thérapies du cri primal, la PNL. Il s'est formé dans beaucoup d'autres choses. Je parle de M. Hellinger, pour finalement inventer les constellations familiales. Les constellations familiales, c'est une thérapie systémique transgénérationnelle. Donc, on travaille avec un système, mais pour le bien-être d'un individu et du système. On essaie de voir c'est quoi les influences des générations passées ou du système sur ce que la personne vit. Donc, c'est comme un peu voir c'est quoi les influences qui peuvent arriver, qui sont au-delà de ce que la personne peut nécessairement percevoir par elle-même. C'est transgénérationnel, donc ça s'occupe du bagage qui a été légué par nos ancêtres, nos parents en premier, puis leurs parents, eux, qui ont légué ça inconsciemment d'une génération à l'autre et qui se retrouvent maintenant avec nous. Et que maintenant, en prenant conscience de qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre, mais on est capable de voir qu'il y a des blocages, des influences, des choses qui viennent peut-être des générations passées. Alors, on vient en constellation familiale pour adresser ces problématiques-là. La constellation familiale procède avec un placement. Donc, le placement permet de donner des rôles, qui ces rôles-là sont les membres du système ou du clan de la personne qui fait sa constellation. Donc, imaginez que je viens en constellation familiale, je place ma constellation, je demande aux gens qui sont ici de représenter, de représenter mes parents, de représenter mes grands-parents s'il faut, et ça crée un placement. Les gens qui font les représentants n'ont pas beaucoup d'informations sur les personnes qu'ils représentent, mais ils sont guidés par le ressenti, par des idées, des émotions, des sensations, des aversions, plein d'informations qui viennent, auxquelles ils vont se permettre d'exprimer et puis ils vont pouvoir partager là. Moi, mon travail en tant que facilitateur ou le facilitateur, il va venir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, de comprendre c'est quoi les intrications, c'est quoi les dynamiques problématiques qui sont cachées et qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Une fois qu'il a un peu vu d'où est-ce que ça venait, ben, ce qu'il fait, il propose des réparations. Les réparations, c'est des actions ou des phrases qui ont un effet très fort parce que ils permettent à chacun de reprendre sa responsabilité, ils permettent de dire des choses qui n'ont jamais pu s'exprimer, puis ces choses-là permettent de libérer des émotions, des ressentis qui sont refoulés ou vécus dans l'isolement peut-être depuis plusieurs générations. Donc, avec ce refoulement-là, puis ce conflit-là, ben, il y a une très grosse charge émotionnelle qui vient. Parce que l'émotion n'a pas pu être, la vérité n'a pas pu être dite, l'émotion n'a pas pu être libérée. Donc, en faisant un placement, puis en identifiant d'où vient l'intrication, la réparation, c'est de permettre que cette chose-là soit dite. C'est facilité parce que c'est pas vraiment à la personne à qui ça s'adresse que c'est dit. C'est une personne qui la représente. Donc, la relation est plus facile, la communication est plus facile parce que l'autre personne va moins réagir. C'est juste le représentant. C'est pas vraiment le parent à qui on dit la chose. Donc, le placement permet d'avoir du recul et de faire ces réparations-là. Le placement peut aussi se faire dans le virtuel ou dans l'imaginaire de la personne. Donc, quand on est à deux, on peut le faire à distance par Zoom ou on peut le faire dans l'esprit de la personne. Il demande d'imaginer un endroit, d'imaginer les gens qui rentrent. Et on travaille avec le propre ressenti qu'elle a. Ça se base sur trois lois qui régissent le système. L'appartenance, l'ordre et l'équilibre. L'appartenance est très reliée à la survie. Depuis la nuit des temps, quelqu'un qui était seul ne survivait pas à des épreuves. Comme si une personne dans l'ère préhistorique se retrouvait toute seule, c'est une question de jours avant qu'elle décède parce qu'il y avait des prédateurs, parce qu'il manquait de nourriture, pour X, Y raison. Fait le fait d'appartenir à un groupe, de faire partie d'un clan,
permet à la personne de s'épanouir. Et comme un problème d'appartenance peut créer beaucoup d'insécurité et de déséquilibres qu'elle peut vivre là-dedans. Puis c'est comme s'il y a une conscience systémique qui gère cette loi-là. Donc s'il y a quelqu'un qui est exclu, les autres ne peuvent pas s'en rendre compte, mais l'espèce de conscience systémique, elle le sait. Fait qu'elle va créer un déséquilibre dans les relations, dans les ressentis des gens, jusqu'à ce que l'exclu soit réintégré dans, dans le clan. Puis nous, les humains, des fois, il y a quelqu'un qui fait quelque chose qu'on n'aime pas, mais on a tendance à vouloir le chasser, le bannir, parce que notre croyance ou nos valeurs à nous sont interpellées. Mais ça, la conscience systémique ne le tolère pas. Il faut laisser la place aux exclus. Puis en rétablissant leur place, mais c'est une façon de réparer quelque chose. Puis ça se manifeste à différents niveaux. La famille, c'en est un, mais les entreprises, les associations, les organisations, c'en est un autre. Donc, c'est vraiment l'appartenance, c'est vraiment important. C'est très relié à la survie, puis au sentiment d'avoir sa place. Quelqu'un dans la vie qui a de la misère à prendre sa place, des fois, il faut aller voir comment était l'appartenance dans son clan initial, ses parents, ses frères et sœurs, et tout ça. L'autre loi qui régit ça, c'est l'ordre. L'ordre, ça crée une hiérarchie, ça donne un sens de transmission. Donc, c'est les aînés qui donnent aux plus jeunes. C'est comme ça que la vie est transmise. Le parent a un enfant et il donne les ressources qu'il a besoin pour grandir, la bienveillance, l'amour, les choses comme ça. Il lui donne un cadre, mais en même temps, il lui donne ce qu'il a besoin pour grandir. Il y a un désordre quand c'est pas reconnu, quand c'est l'enfant qu'il faut qu'il redonne au parent. Le rôle de l'enfant, c'est de recevoir de son parent, mais quand le parent n'est pas disponible ou disposé à recevoir, ou qui n'est pas responsabilisé de son bien-être, ben, il va demander à son enfant de lui donner, inconsciemment. Et ça fait que l'enfant ne vit pas son enfance, il vit un rôle qui est plus grand que lui. Il y a un désordre. Là. Puis là, la constellation, quand elle identifie ces choses-là, ben, elle veut rétablir l'ordre. En donnant des phrases simples du genre, moi je suis ta fille et toi tu es mon père. Je suis supposé recevoir de toi, je ne suis pas supposé pas te donner, je ne suis pas supposé comme m'occuper de toi. Sinon, ça crée un déséquilibre chez la personne. C'est sûr qu'à un certain stade de la vie, quand la personne, l'enfant a assez reçu, il est devenu adulte, puis il veut redonner à son parent, c'est correct. Mais pas si dès qu'il est jeune, il est obligé de donner ou de s'occuper de ou de pourvoir aux besoins du parent, mais il peut en souffrir plus tard dans sa vie parce qu'il a comme mis de côté son rôle d'enfant pour se surresponsabiliser. La troisième loi qui est impliquée, c'est l'équilibre. Dans toutes les relations, il y a une forme de transaction entre qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit. Et dépendamment de la nature de la relation, cet équilibre change. Comme la relation entre deux amoureux, ça doit être égal. Chacun doit donner à l'autre et recevoir de l'autre d'une manière relativement égale. On ne peut pas toujours donner la même chose. Par exemple, une personne peut donner beaucoup d'abondance financière, l'autre peut donner plus de temps, l'autre peut donner plus d'entretien. Donc, il y a un équilibre entre donner et recevoir. Cet équilibre-là, c'est pas le même quand il y a un parent et un enfant. Quand c'est un parent, il donne, l'enfant reçoit. L'enfant qui va devenir un parent peut-être plus tard va redonner à son propre enfant. Fait qu'ainsi de suite, il y a des transactions en donner et recevoir qui se font. Puis c'est important parce que ça donne le pouls de l'équilibre dans une relation. Quand une personne qui donne, puis est tellement addict à donner, qui est juste dans un rôle de donner, elle ne s'ouvre pas à recevoir, elle va se brûler, puis finalement, la relation peut être compromise à cause de ça. Donc, ces trois lois-là régissent les systèmes. C'est ça que M. Ellinger a inventé, pas inventé, a défini. Et ça nous permet, nous, les facilitateurs, de s'orienter à savoir quand est-ce qu'il y a une intrication, un déséquilibre ou un problème par rapport à ça. Les constellations utilisent des représentants. Donc, les personnes qui sont présentes ou les objets agissent comme pour jouer des rôles. Le représentant, son travail, c'est de vraiment se mettre au service de la personne qui fait sa constellation. Donc, il n'y a pas besoin de savoir trop d'informations, il n'y a pas besoin de connexion particulière ou d'avoir un sens de médiumnité. Il fait juste se mettre au service et il garde un esprit ouvert en essayant d'éviter de projeter ses propres croyances et ses propres idées dans le rôle qu'il joue ou dans la dynamique qui se passe. Donc, en se mettant au service puis en étant ouvert, mais il est capable de laisser arriver, de laisser remonter le ressenti de la personne qui représente. Des fois, les gens n'ont pas confiance en ça, puis ils doutent d'eux-mêmes, mais c'est normal, ils sont choisis pour un rôle particulier, ils ont peut-être des résonances, il y a peut-être des ressemblances entre eux et le rôle qu'ils représentent. Donc, ils sont à la bonne place, il s'agit juste de faire confiance. Ma job en tant que facilitateur, c'est de les soutenir, de les assister là-dedans. De leur dire, oui, c'est correct que tu ressentes ça, c'est correct que tu aies de la résistance, de la colère, ça fait partie du rôle que tu as joué. Des fois, ces rôles-là peuvent être un peu, euh, ça peut perturber un petit peu, c'est ça. Et- mais on dit à la personne, tu n'es pas obligé de le sentir à 100% ou d'en être malade. Tu peux juste prendre l'information, partager l'information. Si tu dis, je me sens de la colère, c'est de le dire, mais de se pitcher à la tête, cogner la tête, c'est pas nécessaire. Fait qu'on essaie de se ménager dans les rôles qu'on joue. Il y a des fois, les représentants sont plus capables de jouer un rôle,
parce qu'il est trop proche de leur propre histoire. Fait qu'ils ont la misère à prendre le recul du rôle parce que ça résonne tellement avec ce qu'ils vivent que là, ils sont confus. Je suis en train de vivre mon émotion ou c'est l'émotion du rôle que je vis? Alors, quand c'est le cas, ben, on peut les remplacer, on peut demander de prendre un peu de recul, de respirer, de prendre un petit peu de temps pour faire ça. J'avais fait aussi une liste de questions par rapport aux constellations. Euh, Ça s'adresse un peu à tout le monde. Qui peut faire, qui peut pas en faire. Moi, je dis que chaque adulte qui est en âge de conscience peut faire une constellation parce que ça va beaucoup travailler le bagage qui est inconscient par le placement. Et on a tous un bagage inconscient. On est un peu là pour comme, grandir consciemment. Alors, les gens qui viennent, qui mettent leur placement, le placement va révéler qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir. Où est-ce qu'ils sont rendus, de quoi est-ce qu'ils ne sont pas encore conscients, puis qu'est-ce qu'ils peuvent travailler pour évoluer vers mieux-être. L'autre question que j'avais par rapport aux constellations, c'est est-ce qu'il y a des risques à placer sa constellation? Un des risques, c'est de remettre, de revivre ou de réveiller des mémoires de traumatisme. Des gens qui ont vécu des traumatismes, qui ont vraiment affecté et marqué leur vie. Fait qu'en mettant une constellation, puis en revivant ça, ou en voyant la constellation de quelqu'un qui a une similarité, ça peut réveiller le traumatisme et les émotions et les choses qui arrivent avec ça. C'est des choses qui arrivent, mais en général, la personne va percevoir ce qu'elle est capable de percevoir. Il y a des mécanismes de protection, de défense qui font que quelqu'un ne peut pas être juste de recevoir quelque chose qu'il n'est pas capable de gérer comme information. Mais on demande quand même aux gens qui peuvent revivre des traumatismes de nous en parler. Parce qu'on va les accompagner un peu, on va leur donner des outils ou les référer vers une ressource qui peut les soutenir là-dedans. Ça, c'est un des risques de constellation. L'autre défi, des fois, c'est les gens se demandent, quand je prends un rôle, est-ce que je peux rester pogné dans le rôle? Est-ce que je peux rester comme possédé? Est-ce que je peux rester genre, ah, j'arrive pas à m'en aller? Mais ça va avec le fait de se mettre au service. Une fois que le placement est complété et que la personne a évolué vers son objectif, on lui demande de sortir de son rôle. Donc, de faire un mouvement symbolique, quelque chose comme ça, nettoyer, ou tourner sur elle-même, reculer dans l'espace, remercier de son rôle, pour ne plus avoir l'information, elle n'a plus besoin, le placement est terminé. Donc, il y a des choses, des rituels, des façons de faire pour se défaire d'un rôle et de ne pas rester pris avec ou être avec le malaise et tout. Quand on fait une constellation, le rôle du facilitateur aussi, c'est de créer un environnement sans jugement, où est-ce qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité, il y a juste des individus qui essaient d'évoluer consciemment ensemble pour le bien-être de chacun et pour le bien-être de la personne qui place la constellation. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement pour le bien, pour le mal, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de justice. Il y a ce qu'il y a, puis c'est avec ça qu'on travaille. C'est vraiment d'évoluer vers accepter qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce que nos ancêtres ont pu vivre qu'on n'a pas réussi à débloquer ou qui n'ont pas réussi à débloquer, puis qu'on a reçu comme legs. Euh, comment ça se fait que on a toute cette information-là? Comment ça se fait que moi, je vais avoir des ressentis de quelqu'un que je ne connais pas? Comment ça se fait que moi, si je joue le rôle d'une grand-mère, je suis un homme, puis je ne connais pas la grand-mère, je suis né au Liban, puis elle est du Québec. J'ai un exemple concret si moi j'allais dans le rôle. Comment je peux avoir cette information-là? Mais dans le fond, chaque personne a tout son bagage d'informations au niveau de sa génétique, qu'est-ce que ses parents lui ont légué comme, comme gène, comme vie, comme vibration, et qu'est-ce qui a influencé sa naissance et sa croissance. Dans le fond, on est le mix de ces deux influences-là. Qu'est-ce qu'on a acquis de nos parents, puis qu'est-ce qu'on a développé dans notre vie, influencé par notre environnement, puis les événements ou les circonstances de notre naissance. Donc, on arrive avec ce bagage-là, puis c'est comme dans l'information qui est autour de nous. Ça va dans un champ qu'on appelle un champ morphogénique. Et quand on se place au service de quelqu'un, mais c'est ce champ-là qui fait comme un genre d'antenne Wi-Fi qui donne l'information aux autres personnes qui sont là. Ça a l'air comme un peu magique, mais vous êtes l'accumulation de tout votre bagage de vie et votre hérédité à tous les jours, tous les moments, dans tout ce que vous faites. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'en constellation, on lève le voile sur une petite partie de ce bagage-là. On va explorer une partie de votre arbre généalogique. On va essayer de travailler sur certains petits aspects de tout ce bagage-là qui a acquis, qui est plus nécessaire, ou on va vous aider à manifester ce que votre cœur désire vraiment, ou ce qui est bien pour vous. Puis des fois, c'est même, vous voulez faire une constellation pour vous, vous ne savez pas trop, mais ça va même aider tout votre système. Parce qu'en plaçant le système au complet, le clan familial, ben, on va reconnaître qu'il y a eu un déséquilibre là, qu'il y a un manque d'appartenance là, ou qu'il y a un désordre là. Puis on va agir pour l'individu aussi, mais ça va répercuter sur tout le système aussi, via ce champ morphogénique-là. Alors, comment je procède quand je fais une constellation, c'est que je demande aux gens de venir, justement, comme si on mettait nos cellulaires dans une boîte, mais on met nos croyances, puis nos idées, puis nos projections dans une boîte, puis on vient avec un esprit ouvert pour laisser arriver ce qui est arrivé.
Après ça, on fait une méditation où est-ce qu'on prend le temps de se centrer, se connecter à la terre, au ciel, à invoquer nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour vraiment être à notre place, ici, maintenant. Puis après ça, ben, on rencontre la personne qui a une constellation, un objectif, puis on commence le placement. Quand est-ce qu'un placement se termine? Mais ça, c'est souvent le facilitateur qui va essayer de déterminer où est-ce que c'est rendu par rapport à la volonté de la personne, comment vont les gens qui sont dans le placement, est-ce qu'il y a encore une bonne cohésion, est-ce que l'énergie est toujours là, puis est-ce qu'on sent qu'on a cheminé vers l'objectif de la personne. Là, c'est utopique de penser qu'un placement, une constellation va tout régler parce qu'on a énormément de bagages inconscients. Il y a beaucoup de choses qui ont été liées. On a deux parents, fait que des fois, on va travailler dans une lignée, puis on va résoudre des choses par rapport à un grand-parent dans cette lignée-là, mais il y a encore une autre lignée, puis il y a d'autres grands-parents dans cette lignée-là. Donc, c'est du travail à faire en continu. Et c'est sûr que c'est facilité quand les gens sont dans un processus de croissance personnelle ou d'introspection, de connaissance de soi. Parce qu'ils ont déjà des informations préalables, puis ces informations-là sont bien, sont importantes, mais là, on va être capable de travailler avec les émotions, les ressentis, toutes les choses qui sont autour de la connaissance, mais qui viennent, qui habitent un être humain aussi, qui peuvent être transmises. Comme je peux savoir que j'ai une dépendance aux jeux vidéo ou aux écrans cellulaires. C'est un petit peu mon cas, là. Je le sais, mais est-ce que je suis capable de m'en empêcher? Peut-être pas tout le temps. Donc, il faudrait que je vois, bon, je vais creuser, voir pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi ça compense, si c'est ça. Il y a peut-être un aspect qui manque d'un côté, puis après un autre aspect qui va manquer. Puis après ça, c'est peut-être une façon de fuir certaines choses. Donc, plus on évolue, plus on apprend à se connaître, plus on est capable de comprendre nos comportements, puis d'évoluer vers ça. La constellation, ça vient donner vraiment un boost à qu'est-ce que l'âme ou la personne désire profondément. Ça vient pas du mental, ça vient pas de ah, j'aimerais ça, je sais pas, moi, telle affaire. C'est pas assez. Il faut que ce soit relié avec quelque chose de profond qui, quand va être résolu, va avoir un impact sur différentes sphères de la vie de la personne. Donc, même dans mon travail, les choses vont être plus faciles, dans le couple, dans la vie familiale. Ça peut aider différentes facettes. On essaie de ne pas être trop spécifique quand on cherche un objectif, puis on essaie de cibler quelque chose de plus large. Comme prendre sa place, souvent, c'est un objectif qui ressort en constellation. Mais prendre sa place, ça peut être autant dans sa vie soi-même que dans son couple, que dans sa famille, que dans son milieu de travail. Genre vraiment se sentir à sa place pour ça. Oui, j'ai des mains qui se lèvent, merci, parce que là, je commence à manquer de sujet. Juste question de même, est-ce que le facilitateur peut juger à un moment donné, même si on n'est pas rendu à l'étape de régler le questionnaire participant ou du constellant, et vous dire, OK, moi je pense que là, pour aujourd'hui, t'en as assez, on arrête, on se reprend plus tard. Oui, donc la question, c'est est-ce que le facilitateur peut évaluer à un certain stade qui n'est pas l'atteinte de l'objectif, que Ouais, c'est ça. c'est assez pour la conversation? Oui, tout à fait. Parce que la constellation dépend aussi de la capacité de la personne qui se fait consteller, de son ouverture, de ses ressources. On désire qu'il atteigne son objectif, mais si ses capacités pour aujourd'hui, c'est de prendre juste cette partie-là d'information ou ces quelques pas-là qui ont été faits, on va prendre ce qu'il y a là pour aujourd'hui, puis le reste, ce sera pour une autre fois. Fait qu'il faut respecter le rythme et les capacités des gens qui sont en constellation. Donc oui, si moi, en tant que facilitateur, j'identifie que c'est bien, le cheminement est fait, c'est ça qui a besoin d'être fait pour aujourd'hui, je peux mettre fin à la constellation rendue là. Une question, on peut s'attendre à des résultats dans un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, dans 6 mois? Ben, bonne question. À quel genre de résultat on peut s'attendre, puis dans combien de temps? La constellation a créé un genre de changement de perspective à un niveau assez subtil qui prend un temps avant de se manifester dans la vie de la personne. Ça vient faire comme un genre de reset et créer une autre possibilité, ouvrir un autre chemin, donner d'autres. Parce que quand on vit une constellation, on est interpellé dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, puis dans ce qu'on ressent. Fait que c'est une expérience qui est très forte quand même, la constellation. Puis c'est comme si ça sème la graine d'un changement de perspective important, de perspective importante sur un enjeu fondamental, comme prendre sa place. Donc ça peut prendre des mois. L'homme qui a fondé les constellations, il dit que ça peut aller jusqu'à 2 ans avant d'avoir tous les bienfaits d'une constellation, parce que ce changement-là se manifeste à des niveaux de plus en plus, de moins en moins subtils, mais de plus en plus concrets, puis abstraits. Puis des fois, ça peut prendre des années, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de lâcher prise à faire ou d'acceptation, puis la personne n'est pas rendue à toutes les faire dans une shot. Donc, elle en fait une, après ça, elle en fait une autre, puis tranquillement, elle est capable de mettre une pièce par-dessus l'autre pour reconstruire ce qu'elle a besoin de reconstruire et créer ce qu'elle a besoin de créer. Donc, c'est pas tout de suite. Les résultats ne sont pas tout de suite. Et quand une personne vient aux constellations, on lui conseille de ne pas recommencer à en parler avec n'importe qui
n'importe où, sur n'importe quel coin de table, comme en prenant un café ou devant la machine à café, parce que, excusez-moi, c'est assez profond et symbolique ce qui arrive dans une constellation. Alors, c'est pas tout le monde qui est au niveau du mental puis du small talk qui va réussir à comprendre ou à connecter. Et en même temps, pour laisser la nouvelle image ou la nouvelle possibilité prendre forme, on préfère que la personne le vive intérieurement avant. Ou que, tu sais, comme on plante une pousse, on a besoin de donner le temps, on a besoin de s'en occuper, de la laisser grandir un peu. Donc, il faut comme, on va pas parler de ça à tout le monde. Puis, hey, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, c'est important, c'est pour la personne, pour le constellé que c'est vécu. Fait qu'il faut lui laisser ce côté, cette dimension-là qui est plus intime à lui-même. Puis, le laisser grandir comme ça. Tu avais une question? Oui, dans le fond, tu sais, quand tu dis prendre sa place, ça c'est comme l'objectif. Pourquoi je ferais une constellation, prendre sa place, mais c'est quoi les autres motivations? Qu'est-ce qui va faire que je vais dire, OK, je vais aller faire une constellation? OK. Quelles peuvent être les autres raisons Motivation. ou les motivations Ouais. pour faire sa constellation? Il y a des fois des gens qui ont de la difficulté à passer par-dessus une situation ou une expérience. Par exemple, une rupture amoureuse qui a été significative pour la personne, puis depuis, elle n'a jamais refait sa vie. Ou il y a quelque chose qui est mort un peu avec elle, ou quelque chose sur lequel elle n'a jamais réussi à dépasser, parce que pour X, Y raison. Ça peut être des relations amoureuses aussi, d'être toujours en conflit, d'avoir des relations conflictuelles où est-ce que c'est comme toujours en confrontation. Ça peut être des échecs répétitifs, des faillites, malgré les efforts, malgré la volonté de la personne, malgré ce qu'elle déploie dans sa vie, qu'elle se retrouve toujours face au même mur. Qu'il dit, bon, il y a quelque chose qui fait que je réattire les mêmes situations dans ma vie. Donc, la répétition des échecs, la répétition de ce que... Je te dirais aussi tout ce que la personne désire vraiment manifester dans sa vie, puis qu'elle n'arrive juste pas, malgré tout ce qu'elle veut, malgré toute l'énergie qu'elle déploie. Et tu sais, c'est sûr que tu ne changes pas les autres, mais c'est à soi-même. Puis des fois, il y a des choses que nos proches vivent qui nous affectent beaucoup. Dans le fond, c'est deux personnes qu'on aime beaucoup, mais qui sont toujours en conflit. Ça finit par nous chercher, ça finit par nous miner. Fait que dans ces genres d'objectifs-là, il y a quelque chose à travailler, des fois au niveau du système, où il y a un détachement à avoir par rapport à ça. Puis arrêter d'essayer de faire le médiateur, de jouer le rôle de sauveur et tout. Donc, il y a comme des. C'est aussi un peu de savoir quel pouvoir je peux avoir, moi, ou quelle influence je peux avoir, puis comment est-ce que je laisse le reste m'influencer aussi. Est-ce qu'on peut consulter, mettons, faire une constellation des gens qui ont des maladies ou. Oui, des constellations pour les maladies. C'est pas la majorité des raisons de consultation, mais oui, il y a des gens qui consultent pour les maladies parce que la maladie peut venir avoir un message à apporter et ce message peut être en relation avec un des deux parents ou avec des générations passées. Quelque chose qui n'a pas été résolu, qui a été transmis, puis dans la vie de la personne, au lieu de créer des problèmes de comportement ou de relation, ben, elle a créé une maladie. Elle a créé Ça peut une être colère. n'importe quelle sorte de violence. Souvent, on pense cancer, mais mettons, acouphène, ça serait-tu. Oui, mais je pense qu'il faudrait combiner un peu des approches, dans le sens de... Il y a des approches qui vont aller chercher le pourquoi une maladie se développe. OK. Il y a un conflit derrière, et est-ce que ce conflit-là a une origine transgénérationnelle? Fait que là, en remontant, en redonnant à l'ancêtre l'origine ou la raison du conflit, ben, on peut venir agir sur la maladie. On ne peut pas promettre que la constellation va soulager la maladie, mais elle va vraiment atténuer ce qu'on appelle la masse de choc qui a causé la maladie. Okay? Elle va travailler sur le trauma de la maladie pour que la maladie soit moins forte. Mais quand on parle de maladie, est-ce que il faut que ça soit une maladie que nous on a ou ça peut être une maladie que les parents essayer de comprendre pourquoi que mettons, ma mère, elle, c'est cognitif, puis le père, c'est physique. Est-ce qu'une maladie peut partir, pas juste parce que je sais pas, une tache au cerveau ou des choses comme ça, mais ça peut aller avec les générations en arrière par rapport à une maladie qu'il y a présentement? Je sais pas si c'est clair comme question. En général, quand la maladie est fréquente et présente aussi chez les ancêtres, Ouais. tu sais, on entend souvent, ils sont tous morts du cœur. Oui, Ou là, c'est le diabète court. Ou là, c'est l'hypertension. Oui, là, il y a une transmission. Il y a clairement quelque chose qui s'est passé qui fait une prédisposition à ce que les gens développent ça. Puis durant le courant de leur vie, ils sont en phase de situation qui vont déclencher le stress qui va créer les symptômes. C'est comme si, t'imagines, tu as un codage de cardiaque. Tu as vu des situations, puis une situation particulièrement va venir chercher comme un surstress que le cœur va commencer à faire de l'arythmie ou le cœur va commencer à faire de l'hypertension. Que chez quelqu'un d'autre qui n'a pas
les antécédents cardiaques, il va juste vivre le stress, puis il va passer à d'autres choses. C'est comme si chez lui, ça ne va pas accrocher, ça ne va pas décrocher ça. Peut-être que chez lui, ça va déclencher un problème d'intestin ou d'un problème de thyroïde, mais pas au niveau du cœur. Le conflit qui a été vécu dans le cœur dans les générations passées, qui n'a pas été résolu, ou avec lequel les générations passées n'ont pas fait la paix, peut créer une fragilité chez les descendants qui font que, bon, ils revivent quelque chose de stressant, puis ça va se jeter dans le cœur. Tu comprends? Est-ce Ça que répond. le bagage des générations pourrait affecter je sais pas, quelqu'un qui a de la misère à marcher, tout ce C'est beaucoup système nerveux ou Ouais. système musculo-squelettique? Ouais. Plus, mettons, système nerveux, est-ce que le bagage en arrière, c'est que cette personne-là a cette maladie-là, puis là, c'est dur de fonctionner, c'est parce qu'elle a trop de gros bagage trop fort de l'en arrière. Est-ce que le bagage héréditaire, Oui. très lourd, peut empêcher une personne de fonctionner dans sa vie actuelle? Oui, ça fonctionne parce qu'il y a une loyauté. Il y a une loyauté au ressenti, une loyauté inconsciente au ressenti de la personne qui portait le bagage. Donc, la personne s'identifie inconsciemment à un ancêtre qui avait énormément de responsabilités ou énormément de charges. Fait qu'elle a comme, en même temps, elle a pris la charge via cette loyauté inconsciente. Elle a pris la charge de son parent parce que c'est ce qu'elle a toujours vu de son parent quand elle était jeune, puis parce qu'elle aime son parent. Fait qu'elle va être son enfant. Fait que par loyauté, par amour, elle a fait un peu la même chose. Elle s'est surresponsabilisée sans s'en rendre compte. Tu comprends? Des fois, on le voit dans la blessure de trahison. La mère dit: « Ah, les hommes, c'est tous des écœurs. Ah, là, les hommes, là, c'est pas fiable. Ah, mon Dieu, là, c'est tous des bons à rien. Là. Je te souhaite d'en trouver un, là, puis de tomber sur un bon. Parce que. » Puis on se rend compte que dans les générations avant, les hommes avaient tendance à boire, à être infidèles, à être fiables, à pas être fiables, à pas être partis, à être absents. Fait que ça a comme teinté la grand-mère, que la mère a entendu, puis qu'elle a transmis à sa fille aussi. Fait que la fille part avec une pensée, une idée que les hommes ne sont pas dignes de confiance. Que les hommes, tôt ou tard, vont la blesser, vont la laisser ou vont partir. Tu comprends? Oui. Parce que la grand-mère a été trahie, parce que le bonhomme, il a bu, il y a eu un accident, il est mort, il n'était pas là, puis elle a élevé 8 enfants seul. Fait que la rancœur de la grand-mère s'est dirigée vers son mari qui n'a pas pris ses responsabilités parentales. Puis, en éduquant ses enfants, cette rancœur-là a transparu dans l'éducation, s'est transmise d'une génération à l'autre. Okay. Mais la troisième génération, c'est plus vrai, là. Les hommes sont plus présents, les hommes sont plus ouverts, plus sensibles, plus responsables de leur vie. Mais la rancœur est encore là. Fait qu'elle va rencontrer quelqu'un, mais elle va projeter toutes ces choses-là sur cet homme-là, puis finalement, ça ne lui appartient pas. Alors que quand elle va remettre à sa grand-mère sa souffrance, tout ce qu'elle a fait toute seule, la tristesse de la perte de son mari, même que peut-être la grand-mère n'a même pas eu le choix de se marier cet homme-là. Fait qu'elle a beaucoup de rancœur ou de peine ou de frustration, mais ça lui appartient. Fait que dans la constellation, on se met avec la grand-mère, puis on dit merci beaucoup, mamie, pour la vie, puis pour toute la force, puis pour tout le caractère, puis tout ce que tu m'as donné. Mais cette partie-là de colère, puis de rancœur, puis des croyances que ça a créées, je te les remets. En tout respect, puis en toute bonne volonté. Ça, c'est une forme de réparation. C'est une façon de dire, moi, je vis ma vie, mais sans être en chicane avec les hommes. Tu sais, elle a duré sur 2 générations. Dans cette génération-là, ça me tente d'avoir de l'harmonie. Puis d'attirer quelqu'un qui n'est pas comme le grand-père, puis l'arrière-grand, puis le père. Okay. Ça répond-tu un peu à ta question? Oui. Quand on parle de génération antérieure, on remonte à 2, 3 ou on remonte à 7, 8? Bonne question. Quand on parle de génération antérieure, de combien de générations on monte? Moi, c'est ça. Ouais. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a souvent une concordance de 4 générations. C'est une matrice qui explique ça. C'est que la génération actuelle est en relation avec 4 générations au-dessus, qui est en relation avec 4 générations au-dessus. Donc, génération 1, 3 générations au-dessus. Fait que la génération 1 est en relation avec la génération 4, qui est ton arrière-grand-père, qui est en relation avec la génération 7, qui serait l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père. Il y a des concordances, il y a des vibrations, il y a des similitudes. Puis souvent, les arrière-grands-pères, c'est ceux qu'on n'a pas vus tant que ça. C'est ceux qu'on n'a pas pu connaître. Mais souvent, on porte leur bagage sans connaître. Ce qui est plate, c'est que des fois, l'histoire ne s'est pas transmise. Maintenant, ça change parce qu'avec les réseaux sociaux, Facebook, on enregistre tout. Fait qu'on pourra retracer ça dans le futur. Mais dans les générations de mon arrière-grand-père, je ne suis pas sûr qu'il y avait le téléphone. T'sais. Il écrivait des choses, ces choses-là sont rendues où, il a fait quoi avec, on ne sait pas trop. Fait que c'est 1, 4, 2, 5, 3, 6, puis après ça, 2, 4, 7, 5, 8, puis 6, 9. Tu as juste écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis tu vas voir les concordances. Donc, dans une famille qui a 9 enfants,
le premier enfant et le quatrième enfant ont des chances d'avoir des ressemblances, avec le septième enfant aussi, dans des familles de... Puis après le 2, 5, 3. Ils ont comme des choses qu'ils peuvent avoir en commun. Donc, chance est la même. On va voir. Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai couvert tout ou est-ce qu'il y a des choses que je n'aurais pas nommées ou faites? Il y a des constellations qui se font en individuel. Au lieu des gens, c'est des objets. Et ce qu'on fait dans ces constellations-là, c'est qu'on scrute les détails. La distance qu'il y a entre les objets qu'on place, l'orientation du regard des objets, notre ressenti quand tel objet est mis de telle façon ou telle façon. C'est niaiseux, mais des fois, on met des objets qui représentent c'est pas niaiseux, c'est très symbolique. On met des objets qui représentent, ou des figurines qui représentent le père, l'enfant, puis on fait juste tourner les deux figurines l'une face à l'autre et ça crée des émotions. Parce que c'est comme si ça montrait que le père voit son enfant, que le père voit qui il est. Il ne le voit pas juste au travers d'un filtre, mais il le voit pour qu'est-ce qu'il est vraiment. Puis déjà ça crée une forme de reconnexion, une reconnaissance qui fait du bien. Donc sur ce, merci pour votre attention. On va passer au placement, puis si vous avez des questions, ils vont venir au fur et à mesure de toute façon.